de la peau, une pratique encore bien ancrée, mais de plus en plus certaines femmes assument fièrement le teint noir qu'elles possèdent. Ce soir, elles ont la parole. Pour l'éphéméride, l'on s'intéressera à la date du 12 avril 1980. Ce jour-là, le président libérien William Robert Tolbert est renversé par Samuel Doe. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Le Sénat est effectif. La rentrée solennelle de l'institution a eu lieu aujourd'hui à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Avec l'installation de Jeannot Ahoussou-Kouadio, premier président du Sénat, la Côte d'Ivoire signe ainsi son entrée dans la Troisième République. La deuxième chambre du Parlement ivoirien comprend 99 sénateurs, dont 66 élus et 33 nommés. Et lorsque L'éclaircissement artificiel ou volontaire de la peau, une pratique qui a la peau dure, mais de plus en plus certaines femmes affichent et assument fièrement ce teint noir qu'elles possèdent. Plusieurs parmi ces femmes ont décidé de faire la promotion du teint naturel et particulièrement de la peau noire. Des plateformes sont créées et des concours initiés pour lutter contre la dépigmentation. Dangui Dangui a rencontré pour vous ces passionnés de la peau noire. Passionnés de maquillage, ce jeune Ivoirien bien connu des femmes en quête de traits de visage raffinés au marché de Sikoji, commune de Yopougon, au nord du district d'Abidjan. Ici, on y trouve des teints de toutes les couleurs, qu'ils soient naturels ou non. Mais pour de nombreuses personnes, pas question de se dépigmenter. On ne force pas. Quand tu es né noir, il faut rester noir. Quand tu es clair, tu restes clair. Pas obligé de mettre des produits pour devenir clair. Au début, c'est joli. Dans la jeunesse, ça c'est joli. Mais après, tu vieillis très rapidement. Avant ton âge même. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème. Donc, je me sens bien dans ma peau comme ça. Parmi ceux ou celles qui ont franchi le pas, bon nombre d'entre eux s'attendent aux conséquences sanitaires fâcheuses de ce blanchiment artificiel. Comme ces jeunesses, on ne pense pas que non, quand on vieillit là, ça va nous créer des problèmes. Avant, ce qu'ils utilisaient un peu comme ça a commencé à me donner des petites taches. Donc, je suis allée à l'hôpital pour faire les soins. Odeur, vergeture, brûlure de la peau, le chapelet des dégâts liés à la dépigmentation est lent comme le bras. Des organisations comme l'ONG Carité ont déclaré la guerre au phénomène. L'une de leurs armes, la promotion des teints naturels, notamment le teint noir. Toute femme est belle. Il n'y a pas de beauté universelle. Le plus important, c'est d'être soi. Je dirais à toute femme, quel que soit où vous êtes, restez tel que vous êtes, assumez-vous, parce qu'il n'y a rien de plus beau que d'être naturel. Un concours de beauté dénommé Miss Noire et Belle a même été organisé récemment pour valoriser le teint noir naturel et décourager ainsi les candidats à la dépigmentation. Cette initiative émane de la plateforme Moussoko, affaire de femmes en langue malinké, a mobilisé de nombreuses femmes noires et fières de l'être. Je me dis que si Dieu m'a rendu noir, il sait pourquoi il m'a rendu noir. Parce qu'il sait qu'avec le teint noir, je vais charmer, je vais plaire. Donc ça fait plaisir quoi, d'être dans sa peau. Tu n'as pas besoin de dépenser. Tu es simple, naturel, c'est tout. Imaginez qu'on se dépigmente la peau. Pour réavoir un teint noir, c'est très difficile, donc autant conserver sa couleur. La promotion des teints noirs n'est pas une campagne de dénigrement des teints clairs, assurent les promoteurs des teints naturels qui disent poursuivre un seul objectif, amener chacun à assumer son teint, la couleur naturelle de sa peau. Elle est aussi de teint noir et s'assume. Mawa Bakayoko est écrivaine. Ce soir, la rédaction fait une incursion dans son univers à la faveur de son dernier livre, Chroniques étranges d'Afrique. Quand Mawa Bakayoko se retire ainsi, sous ce préau, devant son ordinateur dans l'arrière-cour de sa maison, son entourage se garde surtout de troubler son silence. Ce silence qu'exige l'écrivaine pour accoucher ses idées. La page blanche, pour l'instant, je ne connais pas. Peut-être que ça va s'étioler avec le temps. Mais quand j'ai une idée en tête, quand je viens m'asseoir, c'est qu'il faut accoucher. Je vais écrire comme ce que j'aimerais lire moi-même. Donc, me faire comprendre de celui qui prend l'ouvrage, me faire comprendre de ceux de mon temps, mais me faire comprendre plus tard. Pleinement, elle vit sa passion de l'écriture, sans négliger ses obligations de femme mariée, surtout de mère de famille. Résultat, 6 livres à son actif
et un époux satisfait. Effectivement, c'est vrai, certains pourraient penser que le temps qu'elle passe à écrire, c'est du temps, disons, perdu pour moi. Non, je pense que c'est un équilibre. C'est un équilibre. Je pense qu'à travers l'écriture, elle s'épanouit aussi. Mawa Bakayoko a fait la dédicace de Chroniques étranges d'Afrique, son dernier livre il y a quelques jours, en présence de parents, amis et amateurs de lecture venus nombreux. C'est un style plaisant, un style séduisant et surtout à travers ce recueil de nouvelles, elle a su choisir des mots pour décrire nos mots. Pour une femme mariée, c'est un miracle. Je ne sais pas comment elle fait, mais vraiment, je lui dis toujours chapeau, chapeau. Mawa Bakayoko, moi j'ai personnellement commencé à la lire à travers l'œuvre Tungan, les écueils de l'immigration. Et cette thématique est essentielle pour les jeunes Africains aujourd'hui. S'attaquer à l'immigration, c'est réveiller la conscience de la jeunesse africaine. À travers cette œuvre, Mawa Bakayoko se fait l'écho de cette problématique qui lui est chère. J'ai écrit ce livre parce que je voudrais un changement de comportement à tous les niveaux. Et pour moi, il était essentiel que je le mette sur papier et que chaque Africain fasse son mea culpa et qu'il se retrouve dans ces histoires afin de pouvoir orienter notre continent vers de meilleurs chemins. Fini les festivités de la dédicace. L'écrivaine Mawa Bakayoko reprend ses activités de femme au foyer et surtout la plume. Des jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise vont bientôt se réunir à Abidjan. Ce forum qui ouvre ses portes au mois de juin prochain est un cadre d'échange et de partage d'expériences. Objectif, faire de l'émergence du continent africain une réalité. Éric Goré. Plus de 200 jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise de divers horizons réunis autour de la thématique entrepreneuriale, de l'insertion socio-économique des jeunes et de la création de richesses. Pour les organisateurs, ce forum est une tribune qui va favoriser le contact des échanges entre jeunes entrepreneurs et investisseurs. Il est toujours bon qu'un jeune Malien retrouve un jeune Ivoirien, qu'un jeune Ivoirien retrouve un jeune Rwandais. L'objectif, c'est de briser nos frontières, de nous retrouver à travers nos différentes expériences, aussi riches les unes que les autres, vécues en fonction des réalités de nos pays. 11 experts vont venir appuyer les entrepreneurs, appuyer les porteurs de projets, leur expliquer tout le mécanisme de fonctionnement de l'entreprise. Le Forum des jeunes entrepreneurs et chefs d'entreprise de l'Afrique aura lieu pour la première fois en Côte d'Ivoire du 6 au 8 juin 2018. C'est une initiative du réseau des jeunes entrepreneurs pour l'émergence de l'Afrique, REJA. L'objectif majeur est de lutter efficacement contre le chômage des jeunes. On parle à présent d'un métier, ingénieur informatique. Le secteur continue de recruter. La chasse aux informaticiens est intense. De nombreuses écoles aux États-Unis proposent même des cours et stages accélérés pour ceux qui souhaitent se reconvertir dans les nouvelles technologies, avec à la clé un emploi assuré et des salaires très élevés. Chaque matin depuis 8 mois, Lee, 30 ans, passe la porte d'Alberton School, une école de code pour les débutants à San Francisco. Au programme aujourd'hui, débugger un serveur Internet. Tout ça est nouveau pour nous, nous sommes en territoire inconnu. Ici, pas de professeurs ni de cours magistraux. Les étudiants apprennent à développer des programmes informatiques en travaillant sur des projets et en collaborant avec leurs camarades. Un modèle que le cofondateur de l'école dit être en adéquation avec les besoins des entreprises. Il y a énormément de boîtes comme Apple, NASA, LinkedIn et Tesla qui sont à la recherche de talents. Aujourd'hui, il y a un manque de plus d'1,5 million d'ingénieurs informatiques aux États-Unis. Il y a des institutions pour avoir une éducation de qualité, comme les Ivy League, mais qui sont réservées en fait à une élite. Et la Alberton School se place comme une alternative. La formation de 2 ans est gratuite, mais lorsqu'ils auront trouvé du travail, les anciens étudiants devront reverser 17% de leur salaire pendant 3 ans à l'école. Avant de reprendre des études d'informatique, Lee était prof de yoga en Arizona. J'ai commencé à réfléchir à mon avenir. Je pensais acheter une maison, peut-être fonder une famille. Et je sais que tout ça coûte de l'argent. Je gagne environ 15 000 par an en tant que prof de yoga. Juste de quoi joindre les deux bouts.
Avec un salaire moyen de 100 000 $ à la sortie de l'école, Lee ne devrait plus avoir à s'inquiéter pour son avenir. Comme lui, de nombreux étudiants sont en reconversion. Toujours à San Francisco, une autre école, Hackbright Academy, propose des formations intensives en informatique réservées aux femmes. Ce soir, une trentaine d'entre elles présentent leur projet de fin d'études. Edelita, 28 ans, a travaillé plusieurs années dans le marketing avant de réaliser qu'elle s'était trompée de carrière. Elle espère maintenant décrocher un emploi de développeur. Je pense que plus il y a de femmes dans la technologie, plus on fait entendre notre voix, plus il y a de diversité et d'idées différentes qui vont sortir. Actuellement, les hommes détiennent 76% des postes techniques dans l'industrie des high-tech et les minorités noires et latinos représentent moins de 5% de la main-d'œuvre dans le secteur. Et cette page insolite, en bref, au Café de la Mort, le client se couche dans un cercueil. Ça se passe à Bangkok. Un café propose à ses clients de s'allonger dans un cercueil. Le propriétaire est professeur d'université spécialisé dans les études sur le vieillissement des populations. Pour lui, avoir conscience de la mort diminue l'avidité et la colère. William Robert Tolbert préside aux destinées du Libéria dès 1971. En 1979, l'homme fait face à un mouvement de colère populaire. Le 12 avril 1980, il est renversé et assassiné par un groupe de militaires des forces armées du Libéria. À la tête de ce groupe, un ancien sergent, Samuel Canyon Do. Le président libérien William Robert Tolbert est au pouvoir dès 1971. Il dirigera le pays pendant 9 ans avant qu'il ne soit trahi par son sommeil. Renversé par un groupe de militaires des forces armées du Libéria. À la tête du putsch, Samuel Canyon Do, un ancien sergent formé par les bérets verts américains qui devient président. Ce coup d'État sanglant marque une rupture qui met fin au règne des Libériens descendants d'Américains qui présidaient aux destinées du pays depuis son indépendance. Tout commence le 14 avril 1979. Ce jour-là, les tensions sociales sont particulièrement vives. Le mécontentement des populations va grandissant, dû en grande partie aux inégalités sociales existant entre les autochtones représentant 95% de la population et l'élite privilégiée afro-américaine composée des descendants des esclaves américains installés au Libéria depuis 1821. Des manifestations éclatent dans la capitale Monrovia. La décision du président Colbert d'augmenter le prix du riz à l'origine de la colère des populations. D'abord pacifique, celle-ci dégénère et se solde par des dizaines de morts. 70 manifestants au moins sont abattus ou piétinés. Le pouvoir de Tolbert est ébranlé. Il ne retrouvera plus jamais son équilibre. Tolbert tente en vain de restaurer l'ordre en faisant arrêter les leaders de l'opposition, mais ces tentatives restent vaines et le désordre grandit. Ce matin-là du 12 avril 1980, soit un an après les émeutes du riz, le président Tolbert a la mauvaise idée de dormir profondément dans sa chambre sans garde. Des insurgés pénètrent au sein de sa résidence et l'éventrent en plein sommeil dans son lit avant de le jeter par la fenêtre. À la tête du groupe de rebelles, le sergent-chef Samuel Canyon Do, qui deviendra automatiquement son successeur. Tous sont de la tribu des Crans et de la majorité des Libériens dont les descendants sont originaires du pays par opposition à la minorité ayant des descendants d'Amérique. Tolbert est un de ceux-là. Des personnalités issues du gouvernement, des ministres et des membres de la famille du président vont être tués. L'incurie du régime face aux problèmes des Libériens, sa corruption et son peu de respect pour les droits des citoyens pointés du doigt par les insurgés. La Constitution est abolie et le pays dirigé par un conseil de rédemption du peuple formé d'une dizaine de militaires. Le Libéria s'ouvre à l'Occident, avec notamment une plus grande coopération au plan économique. La légitimité du régime restera fortement contestée. Malgré une nouvelle constitution et la tenue d'élections, les années 1980 seront ponctuées par plusieurs tentatives de coup d'État. Samuel Do sera renversé à son tour, puis exécuté
le 9 septembre 1990. Merci Koné Pargarsoro. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.